Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici le sommaire de ce lundi 24 mars. 1 an de prison ferme pour le chauffeur de bus scolaire accusé d'agression sexuelle sur plus d'une trentaine de mineurs. Son procès s'est tenu ce matin. À l'audience, le prévenu a nié avoir commis les faits qui lui sont reprochés, et ce, malgré les preuves. Les détails de cette affaire au début de ce journal. Les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur les essais nucléaires ont débuté au Fénois. Objectif, recueillir des témoignages pour affiner un rapport attendu en juin. Un rapport très attendu par les associations de défense des victimes des essais nucléaires. Pour en parler plus en détail, nous recevrons la députée Meriana Red-Arbelot, membre de cette commission parlementaire. Le PDG d'Air Moana fera bientôt son entrée au conseil d'administration d'Air Tahiti Nui. Un atout selon le président du pays. Après l'entrée d'Air Tahiti, c'est donc à la toute jeune compagnie de peser dans les prises de décision. Pourquoi? Quels sont les enjeux stratégiques? Les réponses dans un instant. Enfin, nous naviguerons à travers les étoiles. Areiatea, passionnés et curieux, avaient rendez-vous pour un cours sur la navigation traditionnelle. C'est à voir à la fin de cette édition. Le chauffeur de bus scolaire qui comparaissait ce matin a donc été condamné à 1 an de prison ferme. Ses victimes, 35 jeunes enfants. Ce matin, tout au long de son procès, le prévenu n'a eu de cesse de nier les faits qui lui sont reprochés. Mais les vidéos de caméra surveillance sont venues contredire ses propos. Sam Teinaori. Bien sûr, c'est choquant. On a été tous très choqués parce que c'est un père de famille que nous connaissons bien. Et nous ne sommes pas là pour juger, mais on laissera la justice faire son travail. À l'image de la Tavana de Tehupo, c'est toute la commune du bout de l'île de Tahiti qui a été choquée par la nouvelle. Ce matin, certains parents d'élèves d'Ahototeina sont tout de même restés dubitatifs. J'ai demandé à ma fille si le chauffeur en question l'a touché. Elle me disait non, c'est juste des tapes, des petites fessées. Quand les élèves dans le bus ils font des bêtises et tout, c'est comme ça qu'ils corrigent, mais rien de grave. Quand ils faisaient ça... Voilà, veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous reviendrons très certainement dans ce journal sur ce procès qui a eu donc lieu ce matin. Après ceux de l'Hexagone, c'est au tour des acteurs locaux d'être auditionnés par la commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires. Objectif, recueillir un maximum de témoignages pour affiner un rapport attendu en juin prochain. Avant d'en parler plus en détail avec notre invité, voyez ce reportage de Nicolas Pérez et Jeanne Tinoloua. Ils sont acteurs, experts ou témoins de cette période de l'histoire. Au total, 64 personnes ont déjà été auditionnées par les 31 députés de la commission. Mais pour aller plus loin sur les conséquences du CEP, c'est tout naturellement qu'une délégation poursuit ses auditions au Fénois. Pour nous, c'était absolument inconcevable de poursuivre nos travaux de la commission d'enquête parlementaire sans venir sur place. Et on n'est pas déçus, effectivement, puisque le contact est différent lorsque nous sommes ici dans le territoire, dans le pays, et avec les acteurs qu'on a juste en face de nous. Un déplacement qui n'avait pas pu se faire l'année dernière en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Un acte manqué, certes, mais qui aura permis aux membres de cette commission de s'aguerrir sur ce sujet sensible. J'ai bien senti que les membres de la commission étaient beaucoup plus fins, précis dans leurs questions et plus attentifs dans leur écoute face à nos réponses parce que précisément ils s'acculturent au sujet. Donc je pense que ce temps perdu ne l'a pas été. Aujourd'hui, la délégation souhaite maintenir le rythme des auditions, une course contre la montre pour produire des conclusions avant une éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure devra remettre son rapport le 14 juin, donc il n'est pas possible qu'il y ait une dissolution avant. Donc de ce côté-là, je tiens vraiment à rassurer tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui se posent des questions, parce qu'on l'a eu souvent. Cette fois-ci, la commission d'enquête ira bien jusqu'au bout.
Un rapport qui pourrait remettre en question la loi Morin. On voit bien que la loi Morin a été à la fois une avancée sur un plan symbolique et a en fait généré presque plus de frustration et de problèmes qu'elle n'en a réglé. Donc une loi qui est peut-être mal conçue au départ est difficile à amender. Elle a déjà connu de nombreux amendements en termes de décrets. Donc parfois il vaut mieux défaire entièrement et recommencer. Si ces conclusions dépendent de certaines auditions, les associations de victimes des essais nucléaires sont optimistes sur certaines révélations. L'important à retenir, c'est que durant ces auditions, les scientifiques eux-mêmes ont déclaré sous serment que ce 1 millisievert n'était qu'un seuil de gestion, un seuil administratif pour départager. Et là, on dit, mais donc que ce soit les scientifiques et le CIVEN, donc ça justifie pleinement la suppression de ce seuil dosimétrique. Pour recueillir de nouveaux témoignages, la délégation partira dès demain sur les anciens sites du CEP de Mururoa et Hao. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'initiative de cette nouvelle commission d'enquête dont vous faites partie, bien sûr. Tout d'abord, quels sont les objectifs de cette visite ? Alors la visite, c'est bien sûr pour constater ce qu'on entend depuis. On auditionne beaucoup d'acteurs à Paris en visio et il était donc fondamental qu'on puisse venir à la rencontre de ces acteurs et puis d'autres qu'on n'a pas encore auditionnés et constater sur place aussi. On ira sur site pour vraiment réaliser les choses concrètement. Sur le terrain. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle commission ou est-ce que ce sont vraiment des travaux, une continuité des travaux qui avaient été entamés l'année dernière ? Alors la première commission d'enquête est avortée, elle n'existe plus. C'est une nouvelle commission d'enquête qui repart avec les mêmes objectifs, mais on recommence totalement les travaux. Alors bien sûr, il y a une espèce d'accoutumance des commissionnaires qui sont revenus pour la deuxième commission, notamment avec le président Le Gac. Nous avons donc une certaine accoutumance aux termes scientifiques ou historiques des auditions. Et ça nous permet d'aller plus loin dans la réflexion et dans les questions aussi. Combien de personnes sont auditionnées ici en Polynésie et quel est leur profil ? Alors, on a beaucoup d'auditions prévues. On a commencé dimanche déjà pour essayer d'en faire le maximum. On a auditionné la CPS, on a auditionné le président du pays, ce matin le haut-commissaire et puis le contre-amiral. Cet après-midi, l'Assemblée de Polynésie. Voilà, et demain nous partons sur les sites. Le mercredi, nous avons des vétérans. Nous allons écouter des vétérans polynésiens. Donc justement, j'allais y venir. Vous partez donc à Hao, mais également à Mururoa. Qu'est-ce que vous attendez de ces visites concrètement ? Alors Mururoa, donc c'est pour aller visiter le site, voir un petit peu comment il surveille et de quelle façon il surveille l'atoll. Il y a une mission, la mission Turbo, qui est actuellement sur place, qui est une mission annuelle et qui fait donc un rapport tous les ans vers le mois de novembre qu'il partage sur la surveillance radiologique et la surveillance géomécanique de l'atoll. Donc on va voir ça. Et à Hao, nous allons donc visiter la dalle vautour notamment, puisqu'on nous en a beaucoup parlé. Et on va aller à la rencontre aussi de la population. Cette commission, est-ce qu'elle pourrait améliorer le système d'indemnisation des victimes ? Mais écoutez, on l'espère. Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur les résultats du rapport et surtout de toutes les préconisations que nous allons faire. Mais c'est un des objectifs de la commission au départ, c'est donc d'améliorer le système d'indemnisation, bien sûr. Et le seuil du millisievert pourrait être supprimé selon la demande des associations ? Écoutez, oui, ça semble faire consensus. En tout cas, les auditions ont montré que ce seuil n'avait aucune valeur médicale ou sanitaire et qu'il était bien un seuil de gestion, un seuil administratif qui sert à faire le tri dans les dossiers. Alors toujours selon les associations de défense des victimes des essais nucléaires, aucune donnée n'existe au Fénois sur la situation sanitaire, notamment le nombre de victimes de 1966 à 1984. Ils souhaitent qu'il y ait un retour de ces registres. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ce soir ?
Alors écoutez, on fait un travail justement sur les archives. On a auditionné pas mal de services d'État sur les archives. Actuellement, je pense qu'on va auditionner aussi la direction de la santé de Polynésie. Donc on va aussi investiguer de ce côté-là. On est là aussi pour leur donner des pistes de recherche et aussi d'ouvrir des portes pour avoir accès à ces archives et voir où elles pourraient être entreposées ou stockées. Alors, on l'a dit dans le reportage, les travaux de la précédente commission d'enquête avaient été brutalement arrêtés en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin dernier. Est-ce que vous craignez de nouveaux bouleversements ? Non, on a essayé de faire nos calculs, tout mathématiques. Donc, la fin de la commission, c'est le 16 juin et il n'y a pas de dissolution possible de toute façon jusqu'à cette date. Est-ce qu'on peut envisager, on en parlait également dans le reportage, une suppression totale de la loi Morin ou une modification de la loi Morin ? Écoutez, ça pourrait aller vers une nouvelle loi, pourquoi pas, ou alors une refonte ou une amélioration de la loi Morin. Pour l'instant, on ne s'est pas encore fixé d'objectifs précis. Le but, c'est vraiment de récolter le maximum d'informations et de prendre les décisions les plus justes. En tout cas, le souci, c'est vraiment d'être au plus juste pour l'indemnisation des victimes. Meriana Redarbolo, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Et on revient tout de suite sur l'information principale de ce journal. Le chauffeur de bus scolaire qui comparaissait donc ce matin pour agression sexuelle a été condamné à 1 an de prison ferme. Je rappelle que ces victimes étaient au nombre de 35 jeunes enfants. C'est un reportage de Sam Teinaori. Je n'ai pas aimé. Mais pour moi, pour le regarder franchement, j'ai pitié. Voilà. Mais pour mon point de vue, c'est ça que je veux. Il faut qu'il reconnaisse ses faits à lui. Voilà. C'est pas bien. Depuis son interpellation, ses auditions en garde à vue jusqu'à son procès ce matin, cet homme a tout nié, accusant les enfants d'avoir menti ou d'avoir été manipulés par des adultes pour raconter des mensonges. Même lorsque les juges ont fait état des vidéosurveillances installées dans le bus scolaire, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas de lui, mais d'un autre chauffeur. Lorsque les incohérences s'accumulaient, le prévenu a parlé de fessées pour punir les enfants turbulents ou de jeux avec les enfants de se taper les fesses. Lorsque la présidente de la Cour a évoqué les témoignages d'enfants qui se faisaient toucher le sexe avec vidéo à l'appui, l'homme refusait de répondre. C'est un petit peu dommage parce que quand on a ce positionnement-là devant le tribunal, ça donne l'impression qu'on ne s'est pas du tout remis en cause, qu'on peut du coup recommencer, récidiver les mêmes actes. La Cour a décidé de le condamner à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, assorti d'obligations de soins psychologiques. Il devra payer 120 000 francs à chaque enfant victime et 50 000 francs à chaque parent concerné. Il a interdiction d'exercer à nouveau un métier en relation avec les enfants. Son avocat lui a demandé de ne pas faire appel de la décision. Il faut revenir à de justes mesures et apprécier les faits correctement. Ce sont des jeunes enfants qui, disons, ont certes vécu des situations qui sont sanctionnables. Les parents des victimes ne décolèrent pas, leurs enfants sont encore très affectés par ce qu'ils ont subi. Bien avant ça, elle me disait « Ah maman, je vais à l'école et toi tu restes à la maison. Tu m'attends à la maison, quand j'arrive, on se voit après. » Mais là, depuis que ça s'est passé ce truc-là, non, c'est plus comme ça. Maman, je veux venir avec toi. Maman, où tu vas? C'est à chaque fois ça. Et moi, ça m'énerve de voir ma petite comme ça. Ça fait mal. Après, pour les autres parents, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est avec leurs enfants. Et je continuerai ma vie avec mes enfants comme ça, mais bon. Pour la majorité des parents présents, ce procès n'est que la première étape d'un long processus de reconstruction des 35 victimes des actes d'un seul individu. Ça bouge au conseil d'administration d'Air Tahiti Nui. Le PDG d'Air Moana, Lionel Guérin, expert de l'aérien, siégera bientôt au CA de la compagnie au Tiare. Un atout, selon le président du pays, qui a confirmé l'information de nos confrères de Radio 1 ce matin lors de la commission de contrôle budgétaire et financier à l'Assemblée. Thomas Chabrol, Mérétéato.
Le pays mis sur l'expertise d'un professionnel de l'aérien, Lionel Guérin, le PDG d'Air Moana, siégera au conseil d'administration d'Air Tahiti Nui. Philippe Marie, qui en était jusqu'alors le président, en sortira pour se concentrer sur son poste de directeur général. L'ex-directeur général adjoint d'Air France, ancien président de Transavia et HOP, dispose d'un CV qui remplit toutes les cases de l'aviation, un atout selon Motei Brotherson. C'est un vrai professionnel du secteur de l'aérien. Il connaît aussi bien des compagnies qui ont utilisé des jets, des moyens courriers, des longs courriers, que des compagnies qui ont utilisé des ATR, ce qui fait qu'aujourd'hui il est à la tête d'Air Moana. C'est quelqu'un qui est dans le secteur depuis 40 ans et on pense qu'il a quelque chose à apporter à la réflexion. La stratégie d'Air Tahiti Nui ne peut se faire sans tenir compte de celle de la desserte domestique. Air Tahiti siège déjà au conseil d'administration d'ATN. Avec l'entrée du PDG d'Air Moana, ce sont désormais les deux voix des deux compagnies domestiques qui pourront peser dans les prises de décision. Donc vous voyez que l'écosystème évolue et on pense que c'est au-delà de Air Moana, pour nous c'est surtout l'expérience de Lionel Guérin qui est importante. On a effectivement le PCA d'Air Tahiti qui est membre du conseil d'administration, qui représente donc Air Tahiti en tant qu'actionnaire. Le fait qu'on ait aujourd'hui Lionel Guérin, ce n'est pas une volonté de mettre en opposition ces deux compagnies, pas du tout. Et je l'ai rappelé lors de la CCBF, en tout cas sous ma gouvernance, et je pense que ça a été le cas sous toutes les gouvernances, à aucun moment le PCA d'Air Tahiti qui siège au conseil d'administration n'a utilisé sa position pour obtenir des faveurs particulières de la part d'ATN. Il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même dans le futur. Le conseil d'administration se réunira début avril pour valider les changements et Hiro Arbelot est pressenti pour prendre le poste de président du conseil d'administration avec un objectif, redresser les comptes de la compagnie dans un contexte très concurrentiel. Air Tahiti Nui ne compte que 4 appareils face à des opérateurs internationaux aux ailes plus larges. Le départ annoncé de Delta en juin donne cependant un nouveau souffle à la compagnie. La santé et la prévention au cœur des préoccupations. Obésité, addiction ou encore cancer. Les acteurs du pays sont réunis durant 3 jours pour faire un état des lieux de la situation. Objectif, établir une feuille de route pour la décennie qui s'ouvre. Laure Philibert, Matai Horei. Coordonner l'ensemble des actions de santé publique entre les différentes entités, c'est l'objet du séminaire organisé sur 3 jours. AFAA, particuliers, professionnels, élus et associations élaborent collectivement le prochain plan de prévention en matière sanitaire. On a plein de gens qui travaillent ensemble depuis des années, mais force est de constater, quand on regarde les chiffres, on a un constat aggravant. Il va falloir que l'on travaille, qu'on s'y mette tous ensemble et se coordonner parce que c'est un effort collectif qu'il faut faire. Et cette stratégie, c'est une co-construction commune, c'est pas quelque chose que l'on décide et qu'on applique à tous. Le maire de Makemo déplore trop de vœux pieux et un soutien inadapté aux réalités des habitants des archipels. Ce matin, ce séminaire, c'est encore du bla bla bla, clairement. Puisque le ministère de la Santé a engagé un bureau d'études française de faire le schéma d'organisation sanitaire 2025-2031. Donc en aparté avec ce séminaire-là, moi je pense qu'il est coûteux. On aurait dû prendre cet argent-là et le mettre dans tout ce qui est prévention. Il prône une agriculture plus vertueuse. Thomas Moutam n'a pas attendu les pouvoirs publics pour agir à l'échelle de sa commune. Comment une personne obèse qui peut aller faire du sport, aller faire la marche, c'est impossible. Nous avons trouvé notre système de faire nager dans la mer, donc aquabail. Donc, mais il faut les moyens, donc justement avec ça, avec 4-5 personnes, donc ils vont utiliser l'aquabail. Mais il faut quelqu'un pour les accompagner. Donc il manque cette maillon-là du potager à l'assiette. La santé avec le sport, l'environnement, tout va rentrer dans l'ordre. Au cours des 2 prochains jours, il sera question du surpoids, des addictions et du cancer. La restitution finale des travaux est prévue pour mercredi après-midi.
Je vous invite à naviguer à l'aide des étoiles à présent, une technique ancestrale très peu pratiquée. C'est pourquoi une conférence sur le sujet était organisée à Reiatea mi-mars par l'association Anui Tapu Tapu Atea. Elle a réuni de nombreux curieux et passionnés, comme nous le montre Ronnie Moufat. Sous un ciel dégagé, la population redécouvre les mythes et légendes qui guidaient autrefois les pirogues à travers l'immensité du Pacifique. Ces récits permettaient aux navigateurs de mémoriser la position des étoiles et de tracer leur route sur l'eau, un exercice qui fait appel au sens et à l'orientation. Voilà, en fait, on essaie de rester sur comment se repérer. Comment, voilà, le but du jeu, c'est de repérer au moins un point cardinal. Une fois qu'on a l'assurance que on va vers l'est, enfin qu'on a trouvé un des points cardinaux, on se sent un peu mieux sur la pirogue. Donc là, c'est un peu l'exercice de ce soir. Parce que le vin, c'est pas que la navigation. La transmission de ce savoir est essentielle pour comprendre comment, sans boussole, les anciens savaient exactement où ils allaient. Pour John Rere, constructeur de vin traditionnel, cet héritage précieux est de toute évidence la suite logique de son travail. C'est vrai que nous avons complètement perdu ce savoir de la navigation aux étoiles. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a nos voisins, nos cousins Aotearoa qui maîtrisent encore très bien. Donc Titawa et puis Moyata ont été formés là-bas. Il y a des projets de monter une école de navigation aux étoiles. Donc ça va prendre un peu de temps parce qu'il va falloir organiser, il va falloir trouver bien sûr l'argent, les fonds et surtout pouvoir intéresser nos jeunes à ce savoir que nos tupuna avaient à l'époque. Si ce savoir se perd, c'est aussi parce que les codes ont changé. Aujourd'hui, les cartes remplacent le ciel et la lecture astrale traditionnelle s'efface devant une éducation occidentale qui suit d'autres repères. Une fracture culturelle qui interroge sur la transmission et l'avenir de cette connaissance millénaire. Celui commence à grimper sur le cocotier et là, la pierre lui dit, prochaine fois, je te vois dans l'eau, je vais te manger. Pendant toute son intervention, mon cerveau est buggé parce que pour moi, c'était comment je vais faire pour repenser et avoir cette façon de voir les choses de nos tupuna. On peut dire que c'est un choc des cultures. Ah oui, c'est un méga choc. C'est Fukushima des cultures. Une soirée réussie, appréciée du public et qui rappelle combien les étoiles ont toujours guidé bien plus que les pirogues. C'est pour ça qu'on retrouve la plupart des Un dernier hommage à Jean-Marius Raapoto, l'ancien ministre de l'Éducation, fervent militant pour l'intégration de la langue tahitienne dans le système scolaire, a été inhumé cet après-midi au cimetière de l'Uranie. Âgé de 82 ans, il est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie. Lors de la cérémonie, son frère a tenu à souligner l'importance de la langue tahitienne dans le parcours éducatif. Un discours qui a trouvé écho auprès de l'actuel ministre de l'Éducation, déterminé à poursuivre le combat qu'il a mené. Et c'est sur cet hommage que s'achève ce journal. À suivre l'émission Toufenua Touora sur le salon du massage traditionnel. 2 épisodes de la série Panda. Enfin, l'émission Enquête exclusive. Excellent début de semaine à tous. Très belle soirée. On se retrouve demain, 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.